Official maps absolutely affect the way we think about the world. Even the way I start to navigate cities is being affected by how official maps are given to us. Maps are absolutely tools of power. Vous imaginez peut-être qu'une carte comme celle de Google Maps ou d'une autre application n'a qu'un seul but, nous guider d'un point A à un point B. Résultat, on développe une approche purement utilitaire à l'espace. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ces cartes, que l'on considère comme des outils neutres, ne le sont pas vraiment. Elles ignorent notamment les dynamiques de domination raciale qui structurent nos lieux de vie, les enjeux écologiques cachés dans certains espaces, ou encore nos questionnements intérieurs. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler d'artistes qui utilisent la contre-cartographie et la cartographie sensible, des pratiques qui transforment les cartes en œuvres d'art, en armes contre les systèmes de domination et qui redessinent nos espaces pour nous inviter à les voir autrement. Larissa Fassler, artiste canadienne qui vit maintenant à Berlin, crée depuis 18 ans des peintures cartographiques. Elle rend visibles des enjeux socio-économiques et culturels qui touchent les villes, comme la gentrification ou la surveillance de masse. Son truc à elle, la contre-cartographie ou countermapping en anglais. The term countermapping I use because I include things in my maps that one would not normally include. So I include the individual, I include individual experience in places, I include the mundane and the banal. Pour voir comment une contre-cartographie prend vie, j'ai décidé de retourner avec elle sur le lieu d'une de ses créations réalisée à Paris en 2014, dans un endroit toujours en effervescence, la gare du Nord. I will go to the sites, walk, use my own body to measure sites, and I try not to rely on the pre-given maps. So it's counting footsteps, it's measuring heights of spaces with my own body, and in a way actually forcing the map to come from me instead of the pre-given is a way that I also consider it counter-mapping. So part of the mapping was, there's all sorts of different layers, but one layer was mapping all the cameras in the Gare du Nord and in what kind of angles they point. Also to feel how much we are under surveillance in these kind of spaces. There's another layer where I mapped how the police, because there's a police station right here, how the police will move through the station and where they group. So also thinking about control and security. I have my count of how people are using the turnstiles and moving through. And then I'm also noting, again, kind of who's using the station, what people look like, what they're wearing, what the diversity of this train station is. La carte peinture de la gare du Nord fait apparaître une donnée qu'on inclut peu dans les représentations de la France selon Larissa, l'origine ethnique des passants. Elle remet en question l'idée selon laquelle la société française serait monochrome. In the Gare du Nord, you find issues of poverty, of destitution. You find issues of policing, stop and search actions. You see issues of discrimination based on ethnicity or on how one looks. You see very big questions about access to the city of the center. Who has easy, quick transportation and who has to sit on buses and have these connections and have these long routes. And so I think issues of equality, issues of fairness, issues of all of those issues you can find in the station. Larissa cartographie les espaces publics parce qu'elle les considère essentiels pour la démocratie. Une de ces cartes représente la ville de Manchester aux États-Unis. Là-bas, la culture de la voiture, la crise des opioïdes et le manque d'espace public forcent les plus vulnérables à se réfugier dans les parkings, vivant ainsi en marge de la ville, ce qui aggrave leur situation. Selon elle, ce sont les lieux où on se croise, comme les grandes places publiques, qui renforcent le sentiment de communauté et réduisent les inégalités. Les cartographies de Larissa alertent les citadins sur les phénomènes qui transforment leur ville insidieusement.
A recent work I've done in Berlin has been about gentrification, and it's been looking at the Moritzplatz, which is the heart of our migrant community in Berlin that have been there since the wall. In the north of that neighborhood is where the former wall used to go through, and so you've got the trauma of the divided city and you've got a trauma of east and west, and therefore that terrain, as new development and new money comes into the city, those sites are wanted. You have these layers of brutality, the first one being a divided city, the second one being gentrification and the pushing out of low-income groups from that neighborhood. And so my mapping attempts to take these two levels. I like this individual, personal experience of moving in the city, and onto map the giant systems that affect all of that, whether that be economy, movement of money, history in reference to the Berlin Wall. And so I'm trying to map the invisible and make it visible. I think that these artworks can begin conversations about what's happening in our cities, about the importance of public space in our cities, and about how individuals can impact and have a voice in how our cities are shaped and made. La contre-cartographie, c'est donc une pratique radicale qui délaisse les cartes conventionnelles pour représenter les revendications politiques des groupes marginalisés et leur donner forme dans l'espace public. En 1988, l'une de ses pionnières, Gwendolyn Warren, crée une carte des bébés mordus par les rats dans sa ville natale, Détroit, où les quartiers populaires sont totalement infestés. Mais il y a d'autres moyens de cartographier notre vécu ou l'expérience des lieux qu'on occupe. Par exemple, partir de notre ressenti plutôt que d'observation. C'est ce que fait l'artiste et danseur Mathias Poisson, qui façonne des cartes pour interroger notre perception habituelle du territoire. On appelle ça la cartographie sensible. Il y a quelque chose autour de ça d'important pour moi à nommer et que je retrouve dans ce que certains philosophes appellent aujourd'hui la crise du sensible, que nous traversons tous et toutes dans notre époque, qui n'est plus sensible au vivant. Comment en fait notre société a fermé sa sensibilité pour pouvoir agir dessus. Nous, chacune, en se reconnectant à nos parts sensibles, on va se rendre compte qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à des gestes qui ont un impact sur l'environnement. On va retrouver ce qui est précieux dans le vivant. Moi, je dessine mes cartes comme ça vient. Je déforme les échelles, j'agrandis, je rétrécis. Des fois, j'oublie des morceaux. Et mon objectif n'est pas de faire une vraie carte scientifique, géométriquement juste. Mon objectif, c'est au contraire de donner toute la place au sensible. Et parfois, le sensible, il déforme la réalité. On le sait tous. Quelque chose qui nous touche, on le grossit. Quelque chose qui nous ennuie, on va souvent le diminuer. Et surtout, je vais pouvoir dedans mélanger du dessin, des mots, du vide. Et comme ça, créer des espaces où je vais pouvoir faire entendre des visions, des mots, des images. Par exemple, dans sa carte « Quartier de peine à Marseille », il fait un parallèle entre le corps et l'espace urbain. Il représente veines, artères et cœurs au milieu de tabacs fermés et d'autoroutes qui fragmentent le quartier Saint-Antoine, illustrant que chaque transformation urbaine n'impacte pas seulement le béton, mais aussi des vies humaines. J'ai fait beaucoup d'explorations où quelque part je m'effaçais un peu moi et je venais rencontrer, étudier, regarder, dessiner ce qui se passe dans ces lieux. D'habitude, tous ses sens servent son travail. Mais cette fois, en résidence artistique à la Mure-Argence, près de Saint-André-des-Alpes, il choisit de se concentrer sur ce qu'il entend. Je dessine tous ces sons dans mes carnets. Donc, dès que j'entends un son, ça peut être un bruissement de feuilles. Alors le tilleul ne fait pas le même son que le noisetier. Donc, j'essaye de documenter les différents sons du vent
Dans les épines, c'est beaucoup plus doux. Dans un pin, il y a quelque chose qui est rond, qui souffle dans les aiguilles, alors que le tilleul, les branches, elles vibrent sur elles-mêmes. Et donc alors je représente ça en faisant une sorte de virgule comme ça. Hop. Et je dessine la feuille pour me souvenir, alors que le vent dans les épines, je le représente en faisant plein de petits traits comme ça. Et donc là, je passe ma journée à écouter les sons et à les cartographier. Sa pratique l'amène à s'intéresser à la présence d'objets qui ne nous interpellent pas toujours. Et c'est justement en se frottant à eux qu'il se demande ce qu'ils font là. Mathias m'a emmené dans un lieu d'extraction de minerais destiné à la construction. Une information qui pourrait bien apparaître sur sa future cartographie de ce territoire. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important d'avoir les infos aussi politiques, environnementales, pour comprendre tout ce qui se joue. Mais pourquoi il y a des pelleteuses, pourquoi il y a des tris de déchets, pourquoi et comment on nettoie l'eau usée. Ces questions de société, elles sont fondamentales. Récemment, là, depuis quelques années, la cartographie est de plus en plus un espace pour raconter mes profondeurs intérieures, mes pensées, mes sensations, mes émotions. Et donc, j'utilise la cartographie pour faire des récits de transformation et des récits de vie plus personnels que cela a été. Je suis plusieurs, combien? Je l'ignore. Toutes sont mes parties, une vaste compagnie. Et dans cette phrase et puis dans les autres qui suivent, où je vais raconter comment je me sens quitter la masculinité patriarcale et comment j'essaye de trouver une autre place, eh ben, je raconte les étapes de mes réflexions durant cette semaine que je prends à marcher autour de chez moi dans un rayon de 10 km. On a une culture qui nous oblige à canaliser nos sensibilités et à les faire s'exprimer que dans des petits espaces très délimités pour qu'on puisse le reste du temps travailler et assurer et gérer notre existence. Mon désir, c'est qu'on arrive ensemble à les cultiver et à ne plus les voir comme quelque chose de dangereux qui va empêcher la productivité. La cartographie du sensible se base sur nos émotions, mais elle nous donne aussi des outils pour mieux appréhender l'environnement. Artiste et militante originaire de la Charente-Maritime, Stéphanie Sagot utilise ces cartes pour nous pousser à mieux traiter la terre et à agir pour la protéger. J'invite les gens à retomber amoureux des sols et de la terre, puisque quand on aime, on n'exploite pas. Les cartes peintures de Stéphanie s'inspirent de la carte de tendre de Madeleine de Scudéry. Au XVIIe siècle, cette femme de lettres créa une sorte de guide pour séduire une femme en évitant les red flags. Stéphanie reprend cette idée mais l'actualise à l'heure de la crise climatique pour nous inviter à prendre soin de la nature. Il me semble que c'est nécessaire à différents niveaux, déjà de réinjecter une forme d'éco-sensibilité amoureuse et de retomber amoureux de notre environnement et du vivant, à une époque où on a pu en être aussi déconnecté suite aux dominations qui sont celles du patriarcat, qui sont celles du capitalisme, qu'on retrouve notamment dans l'agriculture sous les termes d'exploitants agricoles. Il y a vraiment l'idée d'utiliser l'environnement et la nature dont on serait détaché, ce qui me semble totalement faux. Stéphanie cartographie ce qu'elle appelle des terres amoureuses, une expression utilisée au XIXe siècle pour désigner les terres fertiles qui a disparu avec l'essor de l'agriculture intensive.
Les terres amoureuses de Stéphanie, ce sont des terrains en permaculture, en culture bio, bref, des terres qui ne sont pas aspergées de pesticides. Son but, montrer les champs qu'on traite avec tendresse et rendre hommage aux résistances paysannes depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Ici, par exemple, on est à la fois dans un lieu assez magique, avec des cultures en maraîchage, une prairie, un grand soin, une attention qui est portée au vivant, qui est là parmi nous et dans lequel nous évoluons. Et en même temps, on a une autoroute, on a un train qui passe. Il ne s'agit pas de l'oublier et d'essayer, dans ma pratique en tout cas, de retranscrire ça. Et ce qui fabrique aussi ce territoire, et c'est à la fois ses tendresses et ses tensions en fait. Pourquoi créer des cartes qui ne vont pas servir à trouver notre chemin ? Déjà pour montrer les enjeux politiques et sociaux qui affectent nos lieux de vie sans qu'on ne prenne le temps de s'y attarder. Ces cartes alternatives empêchent aussi que les espaces qu'on traverse au quotidien deviennent des non-lieux, c'est-à-dire des lieux purement utilitaires où l'humain reste anonyme. La contre-cartographie et la cartographie sensible nous invitent à questionner notre perception des espaces qu'on occupe et à y poser un nouveau regard. En créant nos propres cartes, on libère aussi nos imaginaires. On laisse notre hippocampe, une partie du cerveau qui gère l'espace, qui gère la représentation géographique, et on n'en a plus beaucoup besoin parce que le GPS nous donne des indications. Il se trouve que c'est la même partie qui gère les émotions et les imaginaires de nos rêves. Et peut-être que dans 50, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, on se rendra compte qu'on n'a plus accès à nos émotions, on n'a plus accès à nos représentations géographiques, parce qu'on a cette chance d'avoir des cartes en tête, des espaces, des représentations incroyables qui peuvent s'afficher, se déformer, se relier à nos connaissances, à nos sensations.